Je tenais tout d'abord à remercier chacun d'entre vous d'être présent, notamment Madame Pommier qui représentera donc l'AGFIP et qui répondra à vos questions. Gabriel, donc cabinet en charge de la convention AGFIP avec la FEDESAP et qui travaille donc avec Julien Dufresne. Et on va vous alimenter gentiment pendant 2 heures sur toutes les obligations qui sont liées ce qu'on appelle à l'EETH. Et puis, on va travailler de façon habituelle, c'est-à-dire que vous posez des questions sur le chat et derrière, on y répondra au fur et à mesure. Il va y avoir un temps où je vous propose que l'on déploie le PowerPoint et puis donc un second temps où vous pourrez poser toutes vos questions. La fédération a de nombreuses questions sur ce sujet et sur les nouvelles obligations et sur la réforme. Donc, Madame Pommier vous présentera cette réforme. Et donc, derrière, il est bien évident que c'est un sujet qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère parce que on voit bien que la gestion dans l'urgence de l'obligation est toujours quelque chose de très négatif. Donc, derrière, évidemment, en dehors des obligations, c'est aussi vous apporter des réponses sur vos questions, comment je peux faire, comment je peux recruter notamment, et quels sont les dispositifs qui existent, qui rentrent dans le cadre de l'obligation. Donc, je vais laisser la parole. Alors, est-ce qu'on peut avancer un tout petit peu le PowerPoint? Bon, voilà, donc les mots, je redonne juste les éléments techniques liés à la fédération. La fédération a été créée en 2007. Elle gère aujourd'hui, tu peux avancer, elle gère aujourd'hui un peu plus de 3000 adhérents sur l'ensemble du territoire. On sert un peu plus de 650 000 salariés. Une de nos forces, c'est bien justement la représentation au niveau des territoires, grâce à nos délégués territoriaux qui sont à la fois dans les départements et en région. Et puis, on a aujourd'hui une fédération qui est leader avec un peu plus de 100 000 salariés. Et donc, c'est une véritable richesse sur 3 métiers, sur 3 grands métiers. Alors, on représente tous les métiers, mais notamment le maintien à domicile, la garde d'enfants et l'entretien de la sphère privée, mais on a aussi le portage de repas et tous les autres métiers dans le cadre des services à la personne. Je vous rappelle qu'il y a 23 activités. Donc, on est présent sur l'ensemble du territoire et ça aussi, c'est une force qui est importante pour nous. Donc, Gabriel, je te laisse présenter LCMG. Oui, bonjour à tous. LCMG travaille avec la FEDESAP sur cette convention AGFIP. Pour vous présenter rapidement nos activités, donc on est un cabinet de conseil et un organisme de formation par apprentissage. On est spécialisé dans les métiers de service à la personne. Aujourd'hui, on a à peu près 30% de notre activité qui concerne des missions d'accompagnement à la réorganisation structurelle ou des projets éventuellement de croissance externe. Donc, on a des consultants qui sont dédiés à cette partie d'activité. Et puis, on a une autre activité qui est la formation en fait par apprentissage qui représente 70%. Et là, on n'intervient que sur des métiers pour des structures de service à la personne. On a à peu près 300 apprentis en cours de formation depuis la rentrée de septembre sur du CAP AEPE, donc anciennement petite enfance, sur un nouveau titre en fait que certains d'entre vous commencent à connaître puisqu'on a commencé à le déployer sur tout le territoire national et les DOM, qui est intervenant d'hygiène de vie à domicile, qui est une hyperspécialisation du maintien à domicile. On accompagne également sur du responsable de secteur et sur du bachelor où on vient d'ouvrir un groupe à La Réunion. Donc voilà, plein de nouveaux projets. Et dans le cadre donc de cette convention AGFIP, on s'appuie également sur des consultants qui sont spécialisés, et notamment, c'est le cas de Julien et de William, du cabinet Citoyen Tout-Terrain, qui nous accompagne aussi sur cette thématique du handicap qui reste très vaste. Voilà. Merci Gabriel. De rien, Julien. Du coup, ouais. Donc, juste l'objet de la convention AGFIP, elle porte donc sur 3 années. Elle a démarré en juillet 2020.
tu peux avancer Adèle, s'il te plaît. Voilà. Donc, elle porte sur 4 axes qui devront être déployés sur les 3 prochaines années. Donc, le premier axe qui va être justement de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de vous sensibiliser, de communiquer sur des sujets d'actualité, sur des choses qui sont essentielles sur la thématique du handicap pour nos secteurs, puisqu'on sait que voilà, il y a une particularité aussi pour les secteurs de services à la personne. Un deuxième axe qui, là, effectivement, sera d'accompagner les adhérents dans les démarches de formation et de sécurisation des parcours professionnels. Donc là, l'idée, c'est de faire remonter les besoins en matière de recrutement et derrière d'intégration par le biais de la formation. Un troisième axe qui, lui, sera d'accompagner les entreprises dans les démarches de recrutement. Et enfin, le dernier axe qui est de développer l'apprentissage, puisqu'aujourd'hui, on a une vraie recrudescence en fait de ce dispositif pour nos secteurs d'activité, alors lié aussi à la prime à l'aide unique employeur, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même de construire l'avenir et de pouvoir aller récupérer des ressources plus jeunes aujourd'hui pour les former, qu'ils soient opérationnels demain. Donc, on a un vrai volet sur lequel on est attendu, qui est effectivement le déploiement de l'apprentissage ou de la professionnalisation, en tout cas de la formation par alternance dans nos secteurs. Donc, dans le cadre de cette convention, et là, je vais laisser la main à Julien, on a mené une étude et je voulais vous remercier d'avoir pris du temps pour y répondre, même si on a essayé de faire en sorte que ce sondage soit le plus rapide possible, parce qu'on sait que voilà, vous avez tous des emplois du temps chargés. Mais voilà, grâce à vous, on a pu aussi extraire un certain nombre de données qui vont nous permettre d'avancer dans le déploiement de cette convention, de pouvoir répondre aussi aux sujets qui vous questionnent aujourd'hui. Et c'est aussi l'objet de ce webinaire. Et ben voilà, c'est la première étape de suite de l'enquête. Donc, je passe la main à Julien pour faire la restitution des résultats de ce sondage. Merci. Donc, en effet, dans le cadre du déploiement de la convention, on a mis en place plusieurs actions, donc notamment le webinaire d'aujourd'hui, le Handi sondage que vous avez reçu au mois de mars-avril, où là, on a eu 206 réponses, donc plutôt satisfaisant, avec vraiment des réponses et des témoignages que vous avez fait assez qualitatifs. Donc, la représentation du handicap des adhérents de la FEDESAP, pour eux, c'est 34% de handicap invisible et 64% de handicap moteur. Donc, normalement, les 80% arrivent après, mais en réalité, donc, les handicaps dits invisibles représentent 80% des situations de handicap en France. Donc là aussi, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser, et ça va vraiment être l'objectif pendant ces 3 ans du déploiement de la convention, de vous sensibiliser au handicap, de vous aider justement et répondre à vos questions. Et j'en profite très rapidement pour vous dire qu'il y a aussi l'adresse handi-contact@fedesap.org où vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, vous avez exprimé plusieurs points en recrutement. Dans un premier temps, donc, le premier, c'était le manque de candidats, donc le sourcing. Donc, en effet, vous avez peu de candidats en situation de handicap ou du moins déclarés RQTH qui se manifestent et qui souhaitent justement être recrutés au sein de vos entreprises. Un manque d'accompagnement de la structure. Et là, clairement, c'est là où se positionnent LCMG et la FEDESA pour vous accompagner tout au long de ces 3 années de la convention avec la GFI. Un manque de formation du travailleur en situation de handicap. Donc là aussi, vous verrez que tout au long de ces 3 ans, nous reviendrons sur la partie formation. Et le 4e point, c'était un manque de moyens matériels et financiers. Et là aussi, beaucoup de réponses pourront vous être apportées via la GFIP. Donc ça, c'était les freins en recrutement. Donc, concernant la formation, parmi justement les personnes, les structures qui ont répondu, près d'un tiers des structures qui emploient des travailleurs en situation de handicap identifient un manque de formation. Donc, clairement, première chose, c'est un manque de formation. Et or, seuls 2% d'elles ont recours à l'alternance. Donc, seulement 2% font appel à l'alternance des personnes en situation de handicap.
Et il est vrai, et on en reparlera au fur et à mesure du déploiement de la convention, mais il est important de savoir que vous pouvez aussi recourir à l'apprentissage, à l'alternance pour des personnes en situation de handicap. Donc, le handicap au travail, selon les adhérents de la FEDESAP, donc 65% des répondants disent que c'est une richesse pour l'entreprise et donc 73% une entraide. Voilà, donc l'intégration dans l'entreprise, maintenant on passe du déclaratif, on va dire, à l'action. Et donc vous êtes 83% à considérer l'intégration des personnes en situation de handicap en entreprise possible, mais avec l'accompagnement. Et c'est tout l'intérêt aujourd'hui du déploiement de la convention et du partenariat LCMG, FEDESAP et AGFI. Je vous remercie et je donne la parole à Madame Pommier pour les obligations de l'OETH. Un grand merci à toi, Julien. Vous avez bien compris qu'on est bien sur un démarrage d'une action forte. On travaille depuis plusieurs mois là, sur toute cette organisation et comment on va pouvoir faire vivre la convention auprès de nos entreprises. Vous êtes nombreux, comme je le disais tout à l'heure, à poser des questions, à vous interroger. Donc, l'objectif, c'est bien de répondre à vos besoins sur l'ensemble du territoire. C'est vrai que la question de l'emploi est une question centrale pour nous. C'est pas simple, vous le savez bien, et mais on apporte quand même un grand nombre de réponses. On met des actions en place et des correctifs qui vont nous permettre d'avancer. Donc, je laisse Madame Pommier, que je remercie encore pour être présente avec nous cet après-midi pour présenter cette fameuse réforme. On sait que derrière, il va y avoir des surprises au niveau des entreprises. Donc, l'objectif, c'est de minimiser les surprises et de donner le maximum d'informations. Merci à vous. Merci à vous tous de m'accueillir sur cette session de webinaire. Merci aux organisateurs. Alors, je vous propose de parcourir de manière, on va dire, synthétique un certain nombre de changements qui ont été apportés par cette réforme. Si la personne qui, du coup, a les diapos, voilà, peut avancer un petit peu, merci. Les nouvelles modalités de déclaration, tout ce qui va être lié au calcul des effectifs, les déductions de la contribution et puis la résultante, c'est-à-dire le calcul de la contribution nette avant et après mesure d'écrêtement. Alors, si on part sur les nouvelles modalités de déclaration, donc, ces modalités, déjà à la source, c'est l'idée de simplifier la vie des entreprises. Et pour la simplifier, c'est d'aller sur une déclaration dématérialisée via la DSN, la déclaration sociale nominative, que vous connaissez tous, puisque vous êtes déjà depuis quelques années en DSN pour les obligations sociales. Un département, pour le moment, ne peut pas remplir sa DOETH via la DSN, c'est Mayotte, parce que la DSN n'est pas encore déployée, mais ça le sera bien sûr prochainement. Donc, depuis janvier 2020, puisque la réforme est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2020, vous déclarez mensuellement vos effectifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi chaque mois en DSN. Et vous allez cette année, pour la première fois en 2021, pouvoir faire votre déclaration 2020 en DSN. Alors, à partir de l'année prochaine, ce sera toujours au mois de mars, mais exceptionnellement, pour la première année de mise en œuvre, compte tenu de cette transition entre deux systèmes et l'accompagnement nécessaire aussi aux entreprises, du coup, c'est sur la DSN à effectuer en mai que vous allez faire votre déclaration le 5 ou 15 juin, donc sur la période d'emploi de mai, avec une tolérance aussi au 5 et 15 juillet pour les entreprises qui ont des problématiques autour du calcul des effectifs, puisque vous avez besoin pour faire votre déclaration de la notification des effectifs d'assujettissement, bien sûr, de bénéficiaires de l'obligation d'emploi et éventuellement des ECAP, les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières,
Pour cela, les URSSAF vous ont notifié fin avril ces effectifs, mais attention, comme un certain nombre d'entre vous ont pu peut-être le constater, et c'est indiqué sur le courrier, la notification des effectifs de salariés bénéficiaires ne tient pas compte de ce que l'on appelle les blocs changements. Donc, si vous avez au cours de l'année 2020 fait des régularisations sur des salariés bénéficiaires, l'effectif que vous a donné l'URSSAF n'est pas tout à fait le bon effectif. Donc, vous devez à ce moment-là vous baser sur votre calcul. Et pour tenir compte de cet aléa, il y a donc une tolérance au 5 et 15 juillet pour ceux qui vraiment auraient besoin de ce temps supplémentaire pour revenir sur le calcul de leur effectif. Par ailleurs, en parallèle, l'AGEFIP vous a adressé à l'ensemble des entreprises un courrier qui, du coup, s'appelle le montant consolidé de contribution 2019, qui est une donnée dont vous avez besoin lorsque vous allez effectuer le calcul de votre contribution 2020, si vous avez une contribution à régler. Certains d'entre vous, peut-être, n'auront pas de contribution à régler. Néanmoins, il faut faire cette simulation puisque le calcul est à faire de votre côté. Pour cela, nous vous avons mis à disposition sur le site de l'AGEFIP un simulateur de calcul et en fin de simulation, vous avez une rubrique qui vous demande le montant consolidé de contribution 2019. Donc, si vous n'avez pas reçu ce courrier ou si vous constatez un écart avec le montant que nous vous annonçons, bien évidemment, vous pouvez revenir vers nous de manière à ce que l'on puisse voir avec vous et vous donner l'information dont vous avez besoin. En fin de présentation, sur le support qui vous sera transmis, nous avons mis tous les liens utiles de manière à ce que vous puissiez contacter les uns et les autres sur les différents sujets. Par ailleurs, je profite aussi de cet aspect, on va dire, mise en œuvre la première année pour vous indiquer que pour le moment, l'attestation de conformité à l'obligation d'emploi de l'année 2019 demeure valable si vous en avez besoin, notamment pour du coup, des appels d'offres publics. Puisque vous allez faire votre déclaration en juin et c'est donc postérieurement à cette période de juin que vous recevrez de la part des organismes sociaux l'attestation du coup dont vous avez besoin. Donc pour le moment, l'attestation 2019 reste valable et les rédacteurs des marchés publics ont connaissance de cette modalité. Si l'on passe du coup sur la slide suivante, donc les nouvelles modalités de déclaration, donc on l'a vu, la DSN, la déclaration en DSN, toutes les informations relatives aux salariés bénéficiaires sont à délivrer, y compris pour les moins de 20 salariés, même si il n'y a pas d'assujettissement. Une déclaration par entreprise et non plus par établissement autonome, là aussi c'est un changement. Donc les établissements qui étaient autonomes, autonomie de gestion, avaient du coup une déclaration à remplir. Maintenant, ça ne se fait plus sur ce périmètre-là, mais bien sur le périmètre de la totalité de l'entreprise. Et ça peut amener, dans certains cas, compte tenu de la sommation de l'effectif de tous les établissements, une augmentation significative de celui-ci qui peut amener une charge financière derrière. Si la contribution augmente dans une proportion significative, des modalités particulières sont prévues, c'est ce qu'on appelle les modalités d'écrêtement, que nous évoquerons en fin de présentation et qui permettent d'amortir la charge supplémentaire qui, du coup, découle de ce nouveau périmètre au niveau de l'entreprise, puisque dans certains cas, vous aviez des établissements de moins de 20 qui ne faisaient pas de déclaration, qui étaient autonomes et du coup qui ne rentraient pas dans l'effectif global. Ensuite, si l'on est toujours sur les nouvelles modalités, eh bien, les effectifs maintenant sont comptabilisés en moyenne annuelle. Donc, vous avez reçu donc, de la part de l'URSSAF cet effectif moyen annuel assujetti les salariés bénéficiaires et les ECAP, contrairement aux modalités qui présidaient antérieurement, puisque là, on était sur une photographie au 31 décembre. Donc là, on est sur un système qui finalement est maintenant homogène puisqu'on applique les règles de droit commun pour les autres cotisations sociales.
Par ailleurs, sur la partie salarié bénéficiaire, là aussi des règles qui ont changé, puisque on peut inclure aussi les stagiaires dans les effectifs de salariés bénéficiaires, ce qui n'était pas possible antérieurement, et puis aussi les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel, donc qui sont là aussi comptabilisées en tant que salariés bénéficiaires, et puis pour les 50 ans et plus, une multiplication par 1,5 pour du coup valoriser l'emploi direct de salariés donc âgés de 50 ans et plus. Concernant les ECAP, les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, pas de changement sur la liste, hein, c'est toujours la même liste que celle que vous aviez peut-être en tête avant sur l'ancienne législation. Donc, si à cette étape-là, on passe sur la diapo suivante, on peut déjà résumer le calcul à cette étape-là, c'est-à-dire la contribution brute, comme les 6% à appliquer sur du coup l'effectif d'assujettissement, moins du coup les bénéficiaires employés. On obtient un nombre de bénéficiaires manquants, on le multiplie par 400, 500 ou 600 et on obtient la contribution brute. Vous aurez peut-être en tête que pour l'application des coefficients, les tranches ont légèrement bougé puisque maintenant le coefficient de 400 s'applique jusqu'à 200, à moins de 250 salariés, ce qui est un peu différent du coup du barème qu'on avait avant. Concernant les déductions de la contribution, donc là aussi des choses un petit peu nouvelles dans la manière de valoriser le recours à la sous-traitance, puisque la sous-traitance, elle était exprimée avant en unités, maintenant ce sont des déductions. Donc, c'est toujours auprès des entreprises adaptées ou des services d'aide par le travail ou aussi des travailleurs indépendants handicapés et aussi des entreprises de portage salarial lorsque vous avez un salarié porté qui est bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Donc, la sous-traitance reste une modalité qui est intéressante pour vous, complémentaire bien sûr à l'emploi direct, puisque, comme vous l'avez constaté, hein, l'emploi direct est fortement valorisé. Donc, ce sont vraiment les modalités qui changent pour la sous-traitance auprès du secteur protégé adapté. Alors, si l'on continue aussi sur ces déductions, donc toujours un mode de valorisation qui a changé. Donc maintenant, l'entreprise pourra déduire de sa contribution 30% des coûts de main-d'œuvre, mais avec une modalité qui va dépendre de son taux d'emploi. Si vous avez un taux d'emploi direct inférieur à 3%, c'est le plafond de 50% qui va s'appliquer sur le montant des 30%. Et sinon, c'est 75% si votre taux d'emploi est supérieur ou égal à 3%. Donc là aussi, c'est du coup plus incitatif lorsque vous avez déjà un taux d'emploi direct un petit peu significatif. Attention toujours au coefficient de 1500, c'est-à-dire la majoration de la contribution qui peut éventuellement s'appliquer. La majoration de la contribution, c'est 4 années consécutives sans action positive. Donc, une action positive, c'est le recours à l'emploi direct ou un accord agréé, ou un montant minimum de contrat de sous-traitance à atteindre. Et ce montant de contrat de sous-traitance, il est de 600 fois le SMIC horaire. Donc, ça vous donne, en fait, par exemple, pour l'année 2020, un montant minimum à atteindre de 6 090 € de contrat de sous-traitance. Donc, attention, si vous n'avez pas atteint ce montant minimum, si vous n'avez pas employé de salariés bénéficiaires ou pas conclu un accord agréé, alors vous êtes soumis au coefficient de 1500. Par ailleurs, je vous rappelle que même si vous avez bénéficié d'une période d'exonération, si vous aviez une exonération, par exemple, jusqu'en 2019, en 2020, cette exonération s'est terminée et vous êtes en 4e année et si vous n'avez pas eu d'action positive, vous avez ce coefficient de 1500. Donc, il est important pour vous de bien veiller annuellement à vérifier si vous n'êtes pas en risque de majoration de la contribution.
Un petit schéma qui permet du coup d'illustrer le calcul et la valorisation au-delà de 3%. Je vous laisse juste le visualiser, mais du coup, et le regarder peut-être un peu plus tard tranquillement. Mais voilà du coup l'illustration par rapport au taux d'emploi inférieur à 3% ou supérieur ou égal à 3%. Toujours concernant du coup les nouveautés. Alors concernant les accords agréés, la réforme a mis fin aux accords agréés, mais du coup avec une possibilité de renouveler une fois. Donc un petit schéma qui vous permet de visualiser différentes situations qui vous permettent de vérifier si éventuellement un accord est possible ou pas, pour à terme vraiment du coup mettre fin aux accords agréés. Concernant les déductions de la contribution, donc nous avons vu juste avant le recours au contrat de sous-traitance. Alors, c'est la slide suivante. Si vous pouvez passer sur la suivante, voilà, merci. Donc, en dehors donc, du recours à la sous-traitance, vous avez aussi les dépenses déductibles. Donc, les dépenses déductibles existent toujours, mais elles ont été réduites. Elles sont passées de 13 à 3, et puis ensuite, 3 autres ont été ajoutées, mais qui ne seront valables que jusqu'en fin 2024. Donc, au total, 6 dépenses déductibles, alors que du coup, il y en avait 13 avant. Alors, je ne les détaille pas les unes après les autres, hein, mais dans la présentation complète que vous aurez, elles sont détaillées. Par ailleurs, toujours dans les déductions de la contribution, la possibilité de valoriser donc, des ECAP, donc des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Donc, on a vu, la liste ne change pas, ce sont les modalités de valorisation qui changent, hein, en l'occurrence, une déduction qui se calcule à hauteur de 17 fois le SMIC horaire. Et du coup donc, qui est inclus donc, dans ces déductions. Donc si on passe sur maintenant la photo suivante, du coup tout à l'heure on était déjà sur la contribution brute, hein. Donc la contribution brute moins les contrats conclus auprès des EA et des ESAT, les dépenses déductibles, l'effectif ECAF, et on arrive à la contribution nette avant écrêtement. Alors, l'écrêtement, c'est quoi? Eh bien, l'écrêtement, c'est la possibilité sur l'écart que l'on constate entre le montant 2019 et le montant 2020 de venir amortir cet effet de hausse. Donc, il y a des abattements qui sont appliqués par tranche de hausse en 2020 jusqu'à 10 000 €, puis ensuite de 10 000 à 100 000 € et puis au-delà, et qui vous permettent du coup d'être sur une contribution qui va pouvoir être amoindrie. Et puis ensuite, ces mesures transitoires, donc cet écrêtement continuera jusqu'en 2024, mais avec un abattement simplifié pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024. Alors, je vous précise que, bien sûr, il est intéressant de voir en détail comment s'appliquent l'écrêtement, mais le simulateur, bien sûr, fait tous les calculs, hein. Donc, vous pouvez, du coup, calculer votre contribution en n'ayant pas l'inconvénient d'aller dans les finesses de cet écrêtement. Le simulateur fait tout et vous donne le résultat final. Par ailleurs, par rapport au simulateur, je vous précise qu'une version Excel aussi est à disposition, mais sur demande, sur une adresse que nous avons communiquée dans les liens utiles, et qui peut du coup convenir plus à certains qu'à d'autres, le simulateur étant sur le site internet de l'AGEFIP. Voilà. Alors, si on passe sur la dernière diapo, qui fait quoi? Donc, qui fait quoi? Alors, quel est le bon interlocuteur? Donc, aujourd'hui, si une entreprise a une question sur les modalités déclaratives en DSN, sur le calcul des effectifs, sur les seuils d'effectifs, sur les dépenses de sous-traitance, sur la période exonératoire ou même sur un accompagnement en cas de difficulté financière, eh bien, les interlocuteurs, ce sont les organismes sociaux, en l'occurrence URSSAF et MSA, avec toujours des possibilités du coup de déposer ces questions sur une boîte dédiée ou de prendre un rendez-vous par téléphone, par mail, etc. Si une entreprise souhaite
être informé, orienté sur l'emploi des personnes handicapées, avoir un diagnostic, être conseillé, accompagné, bénéficier d'aides, de prestations, et puis aussi connaître son montant de contribution au titre de 2019, mais aussi peut-être au titre des années antérieures. C'est bien la GFIP. Donc là aussi, on vous a remis les liens. Il y a des boîtes contacts dédiées, le numéro de la plateforme, etc. Donc voilà, vous trouverez en fonction de vos questions toujours un interlocuteur. Donc vraiment pour cette échéance maintenant qui est très proche de la DSN au 5 et 15 juin, si vous avez vraiment des questions sur le montant consolidé de contribution 2019, n'hésitez pas à revenir vers nos services. Sur les exercices antérieurs, bien sûr, vous pouvez avoir des modifications à apporter à vos déclarations antérieures, vous pouvez revenir vers nous. Et puis vraiment, si vous êtes plus spécifiquement sur des questions DSN, là, l'interlocuteur, c'est vraiment URSSAF ou MSA, selon le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Voilà pour le partage des rôles. Je vous remercie de votre attention et puis en fonction des questions, je vais essayer de répondre à vos questions. Et puis s'il y a des questions qui peut-être ne pourront pas être abordées lors de cette séquence, eh bien, elles seront toutes répertoriées et puis je retournerai ensuite les réponses écrites à toutes ces questions. Voilà, merci beaucoup. Merci Madame Pommier. Donc du coup, en effet, on a quelques questions. Donc, plusieurs questions sur la notification de l'URSSAF. Vous aviez évoqué justement la notification de l'URSSAF. Beaucoup nous disent ne pas l'avoir reçue. Donc, que faire dans ce cas-là? Alors, il faut vraiment se rapprocher des services de l'URSSAF. Alors, il y a leur site, bien sûr, www.ursaf.fr. Ensuite, le contact auprès de leur URSSAF régionale, qui, du coup, en principe, doit être assez identifié au sein de l'entreprise, puisqu'il y a les autres cotisations sociales aussi. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre URSSAF, puisque là, la GFIP, du coup, n'est pas détenteur de cette information. Très bien. Donc, en effet, vous pouvez poser vos questions. On a une autre question. Il y a un écart sur l'effectif de 0,30 en la défaveur donc, du coup, de l'adhérent. Et vous avez évoqué, Mme Pommier, une régularisation sur la DSN qui affecte le calcul de l'URSSAF. Voilà, Est-ce tout à qu'on fait. simplement sur les personnes, RQTH, ou ça peut être sur tout l'effectif? C'est ce qu'il demande. Bon. Alors, l'écart, en principe, est constaté plutôt sur les effectifs de salariés bénéficiaires. En principe, pour les effectifs d'assujettissement, il ne doit pas y avoir d'écart parce que c'est un calcul qui est fait maintenant depuis plusieurs années par l'URSSAF et qui ne pose pas de problématique particulière. En revanche, pour les salariés bénéficiaires, compte tenu finalement de la première année de mise en œuvre de la déclaration des salariés bénéficiaires, et pour uniquement les entreprises qui ont mobilisé des blocs changements, c'est-à-dire qui ont déclaré des modifications sur des DSN passés. Par exemple, en décembre, un salarié bénéficiaire est venu finalement m'apporter sa reconnaissance qui a démarré en janvier 2020. Je n'avais pas pu le déclarer comme salarié bénéficiaire en janvier, en février, en mars, etc. Donc, je fais une DSN rectificative sur tous les mois passés pour déclarer ce salarié bénéficiaire. Donc, c'est ce qu'on appelle les blocs changements au sein de la DSN. Et ces blocs changements, ils n'ont pas forcément été pris en compte correctement dans le calcul de l'effectif. Donc là, l'URSSAF a été très clair dans son courrier, pour ceux qui en tout cas l'ont reçu. Du coup, ils indiquent bien que si un écart est constaté, à ce moment-là, l'entreprise doit se baser sur le calcul, sur son calcul d'effectifs de salariés bénéficiaires, puisqu'au sein des logiciels, de manière, je pense, pratiquement systématique, j'espère, du coup, ce calcul de salariés bénéficiaires est retracé. Donc, c'est vraiment, du coup, une prise en compte du calcul de l'effectif et en cas ensuite d'échange avec l'URSSAF, il vous sera bien évidemment possible justement d'apporter les éléments qui permettent de déboucher sur votre calcul. Donc ça, voilà, c'est sur cette partie-là qu'il peut y avoir un écart. En revanche, si vous avez fait une déclaration mensuelle sans apporter aucun changement, en principe, il n'y a pas de problème, donc vous devez retomber de votre côté sur le chiffre qui vous a été notifié par l'URSSAF. Très bien.
Très bien. On nous pose aussi la question si le calcul est fait en équivalent temps plein, ETP. Donc, en effet, c'est bien des ETP. Oui, tout à fait. Donc, ça, Alors, il y a une fiche, hein, mais on redonne dans la page des liens, hein, il y a toute une fiche très complète de la part de l'URSSAF sur le calcul de l'effectif moyen annuel, hein, comment c'est calculé. Voilà, c'est très détaillé. C'est très détaillé. Donc, vous avez aussi évoqué le montant consolidé de 2019. Voilà, tout à fait. Donc là, vous avez dit que on va dire, les personnes compétentes en la matière sur 2019, c'était l'AGFIP. Voilà, tout à fait. Donc, si vous avez reçu ce courrier, enfin, vous l'avez en principe tous bien reçu, mais si d'aventure vous ne l'aviez pas reçu, bien évidemment, revenez vers nous. Donc, il s'agit du montant que nous avons calculé sur l'exercice 2019. Vous pouvez être en écart, tout simplement parce que finalement, il y a un élément qui n'avait pas été correctement retracé dans votre déclaration 2019 ou que nous n'avions pas pris correctement en compte. Donc, revenez vers nous. Il y a une adresse contact, hein, doth@agfip.asso.fr, mais on la redonne dans les liens, de manière à ce que vous puissiez rentrer en contact avec nous ou au téléphone avec le 0800 11 10 09. Et du coup, nous regardons de manière détaillée avec vous ce qui a pu se produire, d'où vient l'écart, on corrige et on vous redonne, enfin, on régénère le courrier de manière à ce que vous soyez en possession du courrier avec le bon montant consolidé, puisqu'il est important ce montant, puisqu'il vous permet de vérifier éventuellement si vous êtes bénéficiaire des modalités d'écrêtement ou pas. Donc, c'est important dans le calcul de votre simulation. Il ne faut surtout pas mettre une valeur erronée, il faut mettre la bonne valeur. Donc, si vous avez un souci, bien sûr, vous revenez vers nous. Très bien. De toute façon, comme on l'a rappelé dans la présentation, tous les liens utiles seront transmis, notamment les adresses, pour poser toutes vos questions après ce webinaire. Il y a une autre question. Il s'agit en fait apparemment d'une erreur de l'URSSAF. Un mail a été envoyé et l'URSSAF ne répond pas. Du coup, quel délai? Alors, vous avez parlé du 5 et 15 juillet tout à l'heure, Madame Pommier. Est-ce que ça s'adresse aussi pour ce genre de cas de figure? Alors, c'est une tolérance, voilà, c'est une tolérance, je n'ai plus exactement la phrase sous les yeux, hein, mais il est bien indiqué que c'est une tolérance au 5 et 15 juillet pour les entreprises qui rencontrent des difficultés dans le calcul de l'effectif. Voilà, donc vraiment, si vous avez un souci particulier, vous pouvez utiliser cette tolérance. Ok. Après, il y a des questions. Une question. Ah, on ne vous entend plus. Vous m'entendez? Oui, ça y est, c'est bon. Ouais, c'est mieux. Il y avait une question plus d'ordre général, c'était comment inciter nos salariés à se déclarer comme RQTH. Et là, en effet, c'est une question qui revient régulièrement, notamment via le handicontact@fedesab.org. Là, si Madame Pommier, vous avez des éléments de réponse à apporter, on pourra peut-être compléter aussi. Alors, c'est une question effectivement classique, hein. C'est vrai qu'on ne peut pas obliger un salarié du coup, à apporter sa reconnaissance, hein. Donc, c'est souvent un cheminement au sein de l'entreprise qui se construit dans le temps avec du coup une sensibilisation qui se fait pas à pas et qui amène finalement le salarié bénéficiaire à porter à la connaissance de son employeur cette reconnaissance parce que une démarche de sensibilisation, d'accompagnement se met en place et que le salarié se sent finalement entre guillemets, en confiance dans le processus d'intégration au sein de son entreprise et du coup, à ce moment-là, n'a plus de réticence à porter à la connaissance de son employeur cette reconnaissance. Donc, c'est vraiment très lié à tout ce cheminement qui se fait sur la sensibilisation et sur la politique handicap qui peut se mettre en place au sein de l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une question assez récurrente et là-dessus, beaucoup d'employeurs ont quelques difficultés parce qu'ils ont connaissance en effet de salariés en situation de handicap reconnus RQTH, donc reconnaissance qualité de travailleur handicapé,
mais qui n'arrivent pas justement comment dire, à les déclarer en tant que tels. Donc, en effet, comme a dit Madame Pommier, c'est de la sensibilisation. Notamment, j'en profite pour dire que dans la newsletter de la FEDESAP, nous avons mis une rubrique handicap où là, justement, nous sensibilisons, nous informons justement les adhérents sur le handicap. Et puis, vous avez aussi la boîte handi-du-6 contact@fedesap.org où là, justement, si vous avez des besoins d'accompagnement ponctuels, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Voilà. Alors, en complément, je dirais, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a des déclarations rectificatives qui aujourd'hui encore nous arrivent sur l'exercice 2019, mais aussi 2018, 2017, puisque vous avez plusieurs années pour agir sur vos déclarations passées, et qui expliquent aussi qu'en DSN, du coup, vous serez amené d'entre vous à faire des DSN rectificatives parce qu'un salarié vous aura apporté sa reconnaissance plusieurs mois après, voire plusieurs années après l'avoir eu, parce que ce processus de sensibilisation s'est fait dans le temps et à un moment a débouché sur cette communication. Une intervention de Guy? Ouais, je voulais rajouter quelques éléments en dehors de la présentation de Mme Pommier, que je remercie à nouveau. On va aussi lancer, nous, pour le recrutement, un certain nombre de préparations opérationnelles à l'emploi. On a commencé là en Île-de-France, là, il y en a une sur des assistantes de secteur. Donc là, on va former 15 personnes en Île-de-France sur le sujet. Il y a un certain nombre de parmi vous qui ont eu cette information et qui se sont inscrits dans la démarche. Je vous en remercie aussi. Et donc, on va déployer sur l'ensemble du territoire avec LCMG et puis avec Julien, dans le cadre de son accompagnement, une démarche forte pour vraiment faciliter le recrutement. On sait que c'est compliqué, on l'a bien compris, et toutes les entreprises nous disent on aimerait recruter, mais on n'arrive pas à recruter parce qu'on a des besoins. Donc, on va vraiment accentuer, au travers aussi de l'OCOEP pour financer les préparations opérationnelles à l'emploi, cette démarche. Évidemment, il y aura aussi la possibilité derrière de faire de l'apprentissage et de signer des contrats d'apprentissage. On vous rappelle que dans le cadre du handicap, l'apprentissage, c'est toute la vie. Ça ne s'arrête pas à 29 ans révolus. Donc, on va aller vraiment dans cette démarche et faire un point de septembre 2021, à partir de septembre 2021, pardon, on va vraiment accentuer le déploiement des formations sur l'ensemble du territoire. Et le côté aussi un peu surprenant peut-être, c'est qu'on va travailler aussi avec les différentes fédérations sur ce sujet-là pour répondre de façon globale à la demande et puis pour éviter l'effet d'empilement. Donc, on va travailler sur l'intersyndical. Donc, pour rajouter aussi par rapport à ce que tu dis, et si ça peut rassurer les adhérents de la FEDESAP, aujourd'hui, on travaille sur tout le territoire national, puisqu'on est en formation décentralisée. Donc, dans nos objectifs, LCMG s'assure derrière de pouvoir mettre en œuvre avec les moyens pédagogiques, les formations. On accompagne aussi l'ensemble des adhérents de la FEDESAP au recrutement avec les partenaires emploi, quels qu'ils soient, associations d'insertion, les CAP emploi, les missions locales, justement. Et donc, on fait tout ce travail aussi, nous, en amont, avec les structures pour accompagner justement au recrutement dans nos secteurs d'activité. Donc, il ne faut pas hésiter, dès qu'il y a des besoins, on se déplace en fonction aussi des territoires. On ne sélectionne pas spécialement les grandes villes. On va aujourd'hui dans des terrains éloignés, dans des communes rurales en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à faire remonter auprès de la FEDESAP les besoins en recrutement. On vous accompagnera sans souci. Écoutez, il reste à vous remercier. Je ne sais pas si Adèle, tu peux nous confirmer, ça sera sur le live et enregistré pour que tout le monde puisse savoir. Oui, ce sera sur YouTube. Voilà, ça sera sur YouTube. Donc, on va vous renvoyer un lien. Comme ça, vous aurez accès à la fois au PowerPoint et puis évidemment à l'ensemble des propos de Madame Pommier et les nôtres. Donc, derrière, on a souvent un super retour sur le live, c'est-à-dire qu'on a une cinquantaine de participants aujourd'hui et en lecture, derrière, on a souvent des centaines de relectures. Donc, ce qui fait que derrière, le travail de ce jour
se poursuit ensuite et ça permet d'avoir des éléments pour vous et des réponses lorsque vous avez des questions. Donc, un grand merci à l'ensemble des participants, un grand merci aussi aux intervenants, donc à la GFIP qui nous soutient et qui nous accompagne. Et puis, merci à tous. Merci. Il y avait juste une petite précision. Il y avait une question par rapport à ce que Guy nous a dit concernant l'apprentissage. Donc là, je le cite, c'est toute la vie. Et quelqu'un nous répond, non, c'est 30 ans. Donc en effet, une personne en situation de handicap, après 30 ans, elle peut quand même faire un contrat d'apprentissage. Guy l'a rappelé, et donc je précise juste ça. Et il y avait une autre question sur la RQTH, doit être à temps plein? Non, bien évidemment, à temps partiel. La RQTH est prise en compte. Voilà, donc c'est juste ça. Non, mais c'est bien, Julien. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai bien dit toute la vie, parce que on a des gens qui rentrent en situation de handicap en formation à 59 ans, à 60 ans, donc, et ils sont apprentis. Donc, c'est la grande spécificité de la réforme gouvernementale qui vraiment permet un accompagnement maximal pour des gens qui ont une reconnaissance. Bah, écoutez, dans ce cadre-là, je conclus ce premier webinaire. On aura l'habitude d'en faire. On en fait sur la formation. Ils sont aussi très, très suivis. Et sur le handicap, eh bien, on fera plusieurs thématiques en saison. On vous préviendra à l'avance. Dès qu'il y a des nouvelles modalités, notamment, on profite de le faire. L'objectif, c'est toujours d'être au contact donc avec vous et puis pouvoir couvrir l'ensemble du territoire en instantané. C'est vrai que c'est bien. Ça nous évite quelques déplacements. Et donc, ça permet aussi d'avoir une réponse assez globale. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et puis à très bientôt sur le live. Merci. Merci.